D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis venu parce qu'il y a eu un contretemps d'avion et je dois remercier mon ami Bernard Pitirias qui a fait tous les efforts pour que je sois là. Et je suis content d'y être parce que la FPOI, c'est un peu ma famille. Et je vais vous parler de quelque chose, certainement Chantal l'a brossé dans sa présentation de BPCO. BPCO 2015 actualité. Alors j'ai fait exactement la même chose qu'a fait Xavier. J'ai revu pratiquement une très grande partie de la littérature et je vais essayer de vous condenser ce que j'ai pu lire. Et la littérature n'est pas uniquement la littérature des notoriétés de Gold, c'est l'ensemble de la littérature qui a été un peu déchiffrée et puis condensée. Alors ce qui est certain, c'est que la BPCO garde toujours les mêmes qualificatifs, même en 2015. Fréquente, sous-diagnostiquée, grave, coûteuse, traitable, évitable. Donc on retrouve dans tous les articles exactement la même chose. Mais la BPCO, c'est pas simplement fumer, c'est aussi la fumée. Et à Madagascar, là, je suis bien placé pour le dire. Alors l'historique, justement, de ces mises à jour vient du fait que la maladie, en fait, au départ, c'était un concept pathologique. Et du concept pathologique, on a voulu faire une entité pathologique. Donc quand on essaie de faire une entité pathologique, on est très peu dans l'exactitude et tous les jours, on ajoute quelque chose. Alors vous voyez un peu 98, initiation du Gold, 2001, 2006, révision complète, 2011, on a la révision majeure du nouveau modèle, 2002, il y a la science comité qui était établie pour réunir la littérature, évaluer son impact, mettre à jour annuellement les recommandations. Alors que normalement, dans une maladie bien identifiée, bien authentifiée, donc on a un maximum des recommandations qui sont mises à jour tous les 5 ans. Alors la mise à jour, vous la voyez, pour le c'est 2013, 2014, 2015, avec 3 réunions par an, une réunion en mai à l'ATS, une réunion en septembre, et puis en décembre, il y a une réunion du comité exécutif qui se réunit justement chaque fois dans un pays pour l'approbation finale, c'est le comité exécutif du Gold. Alors la mise à jour, elle intéresse en fait 2 choses, le dépistage pour 2015 et l'approche de la prise en charge thérapeutique. Alors le dépistage, pourquoi on s'est intéressé au dépistage? Parce qu'en fait la précocité du diagnostic veut dire prévention. Et vous voyez ici, je rappelle toujours cette courbe de notre cher Fletcher qui montre bien que plus on diagnostique tôt, eh bien, plus la prévention peut jouer un rôle important. Et si on diagnostique tard, à ce niveau-là, on a l'incapacité, et à ce niveau-là, on est dans le décès. Et puis, qui dépister? Regardez ici, cette courbe qui m'a paru importante, c'est un papier qui a été publié en 2004, mais qui reste valable. Quand on prend un peu les fumeurs, vous avez 27% qui répondent à la définition, mais dans les 27%, il y a 85% des 27% qui ont une BPCO qui n'est pas encore perceptible et qui ne nécessite pas de traitement, et on se pose la question de savoir s'il faut ou non la dépister. Alors, mise à jour 2015, dépistage syrométrique non recommandé, mais recherche active recommandée. C'est-à-dire si véritablement quelqu'un présente des symptômes, avec un certain nombre de paquets de tabac déjà consommés, il est recommandé de faire le dépistage. Alors, par contre, l'approche de la mise en charge, c'est pour rechercher une meilleure efficacité du traitement. Et là, je vais vous dire ce qui a été dit pour tous les traitements. Et voilà, qu'est-ce qui a été dit en fait? Est-il approprié de traiter la BPCO par les bêta-2, par les bronchodilatateurs longue d'action? Est-ce que c'est mieux d'utiliser un LAMA ou un LABA? Est-ce qu'il faut utiliser une dose par jour ou 2 doses par jour? Est-ce que faut-il choisir des bronchodilatateurs qui ont un mécanisme différent? Est-ce qu'il faut ajouter des corticothérapies inhalées? Tout ça a été discuté dans un article que je vous présenterai dans les plaques qui vont arriver. Alors les mises à jour concernant cela, c'est 312 articles qui ont été revus, 31 ont eu un impact sur le rapport Gold, soit par modification, soit par confirmation, soit par insertion de données. Alors on va commencer par la place de l'antibiothérapie. Vous voyez ici, est-il possible d'identifier des exacerbations qui ne nécessitent pas, c'est un article qui est apparu sur le CHEST en 2013, est-il possible d'identifier des exacerbations légères ou modérées qui ne nécessitent pas un traitement antibiotique? Alors, je vous fais le résumé de tout cela. C'est un article qui a été publié en 2013, relu, analysé, donc il a été
disons, pendu en 2015 en matière de substantifique moelle. Et là, regardez un peu la conclusion. On a pris qu'à partir des 3 critères d'Anténicène, l'augmentation de la purulence serait le meilleur identifiant pour pouvoir utiliser l'antibiothérapie. Alors par contre, et ce qui est intéressant dans cet article aussi, c'est de dire que l'ajout de la CRP supérieure à 40 aux critères d'Anténicène permet d'en améliorer la fiabilité. Et vous voyez ici dans cette courbe, courbe statistique d'air sous la courbe, vous voyez un peu l'anténicène tout seul en purulence. Et lorsqu'on associe l'anténicène et le CRP, on augmente la pertinence de la mise des malades sous traitement antibiotique. Alors, la conclusion de tout cela, c'est que dans l'état actuel des choses, l'antibiothérapie non validée dans cette indication, par exemple, c'est le cas essentiellement de savoir si l'antibiothérapie préventive continue ou intermittente permet de prévenir les exacerbations. Est-ce que c'est intéressant de mettre les gens sous macrolide pour avoir une baisse des exacerbations? Eh bien, tout cela, pour le moment, n'a pas été validé et n'a pas de recommandation. Corticothérapie dans la BPCO, les indications. Pour la corticothérapie orale, voilà les indications. Eh bien, le bénéfice est très limité. Et vous voyez ici qu'il y a très peu d'augmentation du EMS. Et quand on prend les jours d'hospitalisation, on passe de 8,5 jours à 9,7 jours, ce qui est vraiment négligeable. Donc, les effets secondaires étant négligeables et le bénéfice n'étant pas important, donc c'est pas très recommandé. Vous voyez cette courbe, la différence nette entre BPCO d'un côté et placebo de l'autre en matière de gain de VMS. Alors, vous voyez que par contre, il y a un deuxième critère qui est l'éosinophilie sanguine. Et là, on a pris un critère d'éosinophilie sanguine supérieur à 2. Et vous voyez que quand l'éosinophilie sanguine est supérieure à 2, on a nettement moins d'échecs avec les corticoïdes. Vous voyez ici les corticoïdes inférieurs à 2 et les corticoïdes supérieurs à 2. Et quand on a une éosinophilie supérieure à 2, eh ben, il est peut-être recommandé à ce moment-là d'utiliser un peu plus les corticoïdes. Et je vais vous montrer justement un article qui le dit tout à l'heure. Et vous voyez que les essais randomisés en double aveugle avec placebo montrent en fait que la durée de corticothérapie peut en quelque sorte changer, et on a pu savoir que la corticothérapie peut passer de 5 jours au lieu de 14 jours à travers ces articles-là qui montrent qu'il n'y a pas de différence entre les résultats de 5 jours et les résultats de 14 jours. Alors, corticothérapie état stable, la corticothérapie orale dans la BPCO stable peut augmenter la mortalité, elle est totalement contre-indiquée. Traitement de fond et place des corticoïdes inhalés. Alors la place des corticoïdes inhalés, voilà ce que dit la littérature. Eh bien, ils sont très prescrits, ils sont prescrits de façon beaucoup plus importante qu'ils devraient le faire. Donc ce qu'ils disent, il y a une prescription inappropriée chez 15 à 20% des sujets. Par contre, on sait que justement ces corticoïdes inhalés sont efficaces dans les BPCO eosinophiliques. Et vous voyez ici toutes les données du VMS, les données de la qualité de vie, la tolérance à l'effort. Dans toutes ces données-là, les BPCO, lorsqu'il y a une eosinophilie, ont un intérêt qui serait démontré. Par contre, quelle place pour la corticothérapie inhalée dans les exacerbations? Eh bien, la corticothérapie inhalée est indiquée dans les BPCO avec un VMS inférieur à 50%, mais exacerbation fréquente. Il ne suffit pas d'avoir un VMS inférieur à 50%, il faut avoir des exacerbations qui sont fréquentes. Et ce qui a changé ces dernières années, c'est deux choses importantes. C'est d'abord les nouveaux effets secondaires, et c'est l'efficacité des associations autres que corticoïdes dans les traitements. Et vous allez voir que les corticoïdes, justement, augmentent de façon significative les pneumonies. C'est une revue Cochrane qui a été mise en 2015. Et regardez un peu l'augmentation des pneumonies lorsqu'on met les gens sous fluticasone ou lorsqu'on met les gens sous budesonide. Alors, est-ce que la corticothérapie serait-il bénéfique?
Eh bien, ce que nous allons voir, eh bien, vous voyez ici que d'abord, il y a une différence entre l'association indicatérol glycopérinium et corticoïdes inhalés. Vous voyez que lorsqu'on donne des bronchodilatateurs, on a une meilleure définition, un meilleur gain du VMS. Maintenant, il y a eu cette étude qui est l'étude Windsor, et justement, dans cette étude Windsor, il y a eu deux lots de malades, des malades qui ont pris du salmétérol, tiotropium et corticoïdes inhalés, en particulier la fluticasone, sur 52 semaines. Et pendant ces 52 semaines, on a arrêté progressivement la corticothérapie dans le groupe 2. Et vous allez voir, ça c'est le schéma de l'étude que j'ai essayé de montrer de façon un peu plus claire. Et vous voyez que les résultats, c'est que chez les malades qui ont arrêté la corticothérapie, par rapport à ceux qui ont continué, il n'y avait pas une très grande différence en matière d'exacerbation, en matière de fréquence d'exacerbation. Et puis par contre, il y a un changement de la fonction respiratoire. Mais de l'autre côté, il n'y avait pas de changement en matière de qualité de vie et en matière de score score de symptômes. Alors, quelle est la conclusion justement de cette étude? La conclusion de cette étude, c'est de dire justement ce que j'ai dit, qu'en utilisant les bronchodilatateurs et en arrêtant les corticoïdes, il n'y avait pas de grande modification en matière justement de fréquence des exacerbations. Par contre, je vous avais dit que les unifilines d'un côté supérieur à 2 pouvaient nous pousser un peu plus à prescrire les corticoïdes dans les exacerbations. Et bien vous voyez ici qu'en matière de corticothérapie stéroïde inhalée, et bien vous voyez dans la courbe du bas, plus la corticothérapie, plus l'éosinophilie était élevée, et plus la corticothérapie était efficace dans le traitement des exacerbations. Alors la place des bronchodilatateurs pour la mise à jour 2015, ça c'est la physiopathologie qui justifie leur place. Vous voyez un peu toute la gamme des bronchodilatateurs que nous avons actuellement à notre disposition, les agents et puis les combinaisons. Et l'utilisation a été faite avec une revue Cochrane 2014 qui est intéressante. Et bien, qu'est-ce qu'elle montre cette revue? Elle montre qu'on pouvait avoir en COPD stable une diminution des exacerbations aiguës, mais que ça pouvait diminuer de façon significative les hospitalisations, donc par conséquent de façon indirecte la sévérité des exacerbations. L'association des bronchodilatateurs est recommandée lorsqu'il y a absence de contrôle par un seul bronchodilatateur. Et vous voyez ici, en matière de corticoïdes, quand on prend un LABA et un LAMA, eh ben, ça améliore de façon significative le score symptôme par rapport aux corticoïdes. Ça, c'est l'association des deux. Ça, c'est le glycopérinium, ça, c'est l'indicatérol, ça, c'est le tiotropium, ça, c'est le placebo. Et lorsqu'on prend une association par rapport aux corticoïdes, nous avons quand même de façon relativement significative une différence de bénéfice pour les bronchodilatateurs par rapport aux corticoïdes inhalés. Alors, quelle est la place du N-acétylcystéine dans les nouvelles recommandations? Actuellement, les N-acétylcystéine ne sont pas totalement recommandés dans la BPCO. Quelle est la place du sildenafil? Le sildenafil n'améliore pas les résultats de la réhabilitation dans les BPCO avec hypertension artérielle sévère, donc il n'a aucune place dans le traitement. Quelle est la place de la vitamine D? Elle n'a pas du tout d'impact sur les exacerbations. Quelle est la place des statines? Eh bien, aucun impact, aucune étude ne démontre ça. Alors, le RGO, facteur de risque ou mécanisme, on ne sait pas encore dans les exacerbations. Ce qu'on recommande de le traiter s'il est symptomatique. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a actuellement de plus en plus, il faut rechercher les altérations des fonctions cognitives parce qu'elles sont de plus en plus importantes dans la BPCO. La pollution, on sait que les pics de pollution actuellement précipitent les exacerbations aiguës de BPCO et augmentent les hospitalisations et la mortalité. La VNI stable, il n'y a pas suffisamment d'évidence pour formuler des recommandations, alors que jusqu'à là, on commençait petit à petit à installer des BPCO en VNI stable hypercapnique, ce qui n'est pas très recommandé. Il n'y a pas d'évidence démonstrative sur le plan des papiers pendus. Relation du volume par technique endoscopique non chirurgicale, en particulier les valves, les cols biologiques, et bien la recommandation technique non indiquée en dehors des essais cliniques.
Les soins intégrés qu'on utilise actuellement, qu'on veut lancer pour avoir des soins personnalisés pour les BPCO, la conclusion, une prise en charge organisée est importante, mais il n'y a pas d'avantage à la structurer dans un programme formel. Elle n'est pas encore assise de façon évidente. Le pronostic à long terme après une hospitalisation est mauvais, mortalité à 5 ans, et voilà tous les facteurs qu'on introduit, et particulièrement l'OLD à la sortie, qui est un facteur de gravité, et puis on insiste beaucoup sur le comorbidité, et les autres facteurs incriminés, c'est la persistance des symptômes. Alors, inclusion de nouvelles recommandations, dépistage spirométrique, je l'ai dit, recommandé, mais uniquement dans les recherches actives. Comorbidité, très très important, en impact significatif sur le pronostic de la PPCO, il faut en tenir compte. Classification 2011 qui n'est pas très acceptée par nos amis dans l'Hexagone, la voici, mais pourquoi j'en parle? Vous allez voir pourquoi. Parce que ce modèle d'évaluation est en place depuis 2011. Depuis cette date, des études ont évalué le système. Les principales observations vont être résumées dans ce que je vais dire. Regardez ici, j'ai mis en rouge tout ce qui est bien et en noir tout ce qui n'est pas bien. Donc quand on change le MRC et le CAT, on change l'influence de la distribution. Et je peux vous dire que les articles insistent sur le fait qu'un CAT à 10 c'est très faible, et actuellement l'équivalent du MMRC à 2 c'est un CAT plutôt à 20 qu'à 10. Dans les 4 groupes, ce qui est important, c'est la mise en place des comorbidités. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle classification est bien corrélée avec la capacité de l'exercice. Elle a une bonne prédiction des exacerbations aiguës. Ces résultats sont par contre discordants et elle ne permet pas de prédire la mortalité. Elle est très bien utilisée par les médecins généralistes, puisqu'en fait le GOLD a été fait par les médecins généralistes. L'overlap syndrome, je n'en parle pas, Chantal a bien dit ce qu'il faut. Par contre, actuellement, on va plutôt dans le sens d'un overlap syndrome qui serait plutôt un phénotype d'asthme sévère, et qu'en fait, c'est pas une combinaison d'asthme et de BPCO, mais ça pourrait être une autre forme de pathologie obstructive. GOLD 2016, GOLD 2017, update 2016, modification mineure. Par contre, on s'attend à 2017 à avoir de nouvelles modifications. Les groupes de travail sont en place et leurs orientations actuelles vont être modifiées. Définition, facteurs de risque et évaluation. Comment introduire au mieux le rôle des symptômes, c'est ce qui va se dire en 2017. On va parler du rôle de la croissance pulmonaire dans l'étiologie de la BPCO. On va révision de l'évaluation pour combiner les 4 groupes GOLD et réviser un peu la teneur des schémas ABCD, leur donner notre teneur, peut-être des sous-groupes, dont surtout le D et le B. L'inclusion des comorbidités, on estime que le chapitre est très court. Importance et multiplication des comorbidités. Problème, études observationnelles, pas de recommandations actuellement très nettes. Alors concernant les exacerbations, ce qu'on va réviser, c'est un peu le modèle d'exacerbation et surtout la durée des exacerbations. J'ai mis ici en rouge, sévérité des exacerbations aiguës, modification ABCD, une exacerbation prolongée est plus grave que 2 courtes. Donc peut-être qu'on va essayer de revoir le temps d'exacerbation pour si on doit se placer dans le B ou si on doit se placer dans le D. Stratégie thérapeutique, traitement combiné VS monothérapie pour chaque groupe. C'est corticoïdes plus bronchodilatateur, peut-être pour les exacerbateurs. Recommandations possibles pour le step-up et step-down. En fait, c'est pas des step-up, c'est pas des step-down à mon avis. C'est plutôt enlever ou remettre. Recommandations possibles qui va arriver pour les macrolides ou peut-être pour les antiphosphodiestérases. Le traitement non pharmacologique, il est soutenu avec les vaccinations grippales et la vaccination antipneumococcique, parce qu'actuellement on estimerait que la vaccination antipneumococcique pourrait moduler la vaccination grippale. Sevrage tabagique, réhabilitation OLD, VND, une chirurgie possible de l'emphysème. Merci pour votre attention.
Voilà ce qui a été dit en 2015. Résumé, rien de neuf pour la pratique en fait. Pour notre pratique quotidienne, pour notre ordonnance, il ne nous apporte pas beaucoup de choses. Peut-être je vais essayer, cette histoire des génophilies à plus de 2%, je crois que moi quand je vois les numérations de formules de malades, personnellement je me suis amusé à regarder, je crois que la majorité des malades ont plus de 2% d'éosinophiles, donc ça ne me paraît pas très pertinent. Par contre, pour la corticothérapie inhalée, si on a une éosinophilie autour de 6%, ça paraît justifié, ça paraît plus pertinent. Merci, professeur Ali Benkeder. Alors, des questions? Ça apporte un peu beaucoup plus de flou sur notre pratique, non? Ça apporte beaucoup plus de flou sur notre pratique, je trouve, ces recommandations, et en particulier la place des EFR, qu'on n'a pas cessé de réclamer depuis une bonne quinzaine d'années. Et là, on apporte un petit flou, il me semble, ça pourrait être dangereux. Vous parlez du dépistage. Oui. Le dépistage est remis en cause. Oui, mais parce qu'il est constamment remis en cause, le dépistage, parce qu'ils estiment qu'il peut être fait dans certains pays, qu'il ne peut pas être fait dans d'autres pays, qu'il y a une charge d'abord à dépister, qu'il y a une charge à prise en charge, et comme j'ai montré la petite courbe, la petite distribution, sur les malades qui sont potentiellement BPCO, il y a à peine 20%, moins de 20% qui vont exprimer leur pathologie. Mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'antibiothérapie. C'est ce travail qui a été fait pour démontrer, lorsqu'on fait une CRP parallèle, qui est un des indicateurs, si vous voulez, de l'infection, des exacerbations infectieuses de BPCO, ce serait intéressant, si on a une CRP supérieure à 40, de pouvoir, avec le critère supplémentaire d'anténicène de la purulence, avoir plus d'autorité à traiter par l'antibiothérapie. L'autre travail que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la réduction du temps de corticothérapie orale de 14 à 5 jours. Ça a été bien démontré avec une certaine pertinence. Avec justement la même dose de traitement au départ, la même dose de corticoïdes oraux au départ. Mais pour le reste, on ne peut pas se jeter à l'eau. Et qui va faire le dépistage de la BCO? C'est la première ligne. Et nous, en tant que pneumologue, on ne veut pas donner de spirométrie à la première ligne. Et si on met les spiromètres en première ligne, ce n'est pas un acte qui est comparable, si vous voulez, à l'acte de mesurer la glycémie. Parce qu'il faut faire l'examen et interpréter. C'est un peu comme la radio. On risque d'avoir des interprétations qui sont fausses. Donc c'est pour ça qu'on ne se lâche pas à avoir la spirométrie de première ligne. Et même, je veux vous dire une chose, ce n'est pas très pertinent de diagnostiquer par spirométrie, parce que lorsqu'on a déjà les modifications spirométriques, on est à 50% pratiquement de la valeur du VMS. Parce que la définition en elle-même de la BPCO, pour faire le diagnostic, est d'une définition qui place les gens à un niveau d'évolution assez élevé de la maladie. Donc, au niveau spirométrique, en même temps, on met des scores en place. Il y a à peu près une vingtaine de scores qui sont lancés. Mais aucun n'a une pertinence pour être utilisé dans notre pratique quotidienne. Oui, ben. Ali, alors ce concept de maladie générale inflammatoire à point de départ local, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? On le garde, si vous voulez, avec un bruit de fond, mais il n'a plus le bruit habituel qu'il avait au départ. On en garde quand même avec un bruit de fond, et quand on parle de comorbidité, d'association, on sait que certaines cardiopathies seraient peut-être dues au fait d'une BPCO évoluée, mais on sait que justement le problème majeur, j'avais discuté avec notre ami de Montpellier, je me suis opposé avec lui plusieurs fois, c'est que les facteurs de risque qui peuvent amener les comorbidités, c'est les mêmes facteurs de risque qui peuvent donner la BPCO. Et le problème, c'est que on essaye de dire c'est une maladie inflammatoire. C'est certainement, il y a un processus secondaire inflammatoire qui serait dû justement à un élément très important chimique qui est le dépôt d'acide lactique. Parce qu'il y a tellement de dépôts de l'acide lactique. Les BPCO respirent en niveau d'anaérobiose qui est élevé, lactique. Donc ils ont des niveaux très élevés, donc ils vont détériorer plus vite leur masse musculaire, ils vont détériorer plus vite un certain nombre de systèmes, qui fait que forcément c'est une maladie inflammatoire par usure.
Mais c'est pas ça qui va justifier qu'on va dire que c'est vraiment la maladie inflammatoire. Je pense que les autres maladies de comorbidité qu'on donnait à la maladie inflammatoire seraient dues au fait qu'il y a des facteurs de risque qui sont concomitants aussi. Donc c'est un peu partagé. Mais on n'en parle plus avec autant de bruit qu'avant. Oui, tu vois, je suis un peu triste. Hein? Parce que, tu vois, on est en train de parler d'une maladie, tu as dit la chose, mais de manière très timide, évitable. Oui. Et comme par hasard, en même temps, nous sommes en train de parler d'évitable dans un pays où on n'a pas les moyens économiques. La meilleure chose, c'est de traiter la source. Au lieu de passer la serpillère, il faut fermer le robinet. Et ce robinet, on n'en parle pas du tout. Et là, c'est la cigarette, le tabac, on n'en parle pas. Tu vois, alors que c'est ça qui était. Nous, on reste toujours timide. C'est-à-dire qu'on rentre dans un phénomène de chronicité, d'inflammation, de recherche de trucs. Et puis, là, on est coincé. Et personne n'en a pas parlé de cigarette. Personne n'a posé. Et tu as mis évitable dans un petit coin. Et c'est passé l'an dernier en plus. Non, mais ce que je dis, non, mais c'est nous, moi aussi, j'étais en train de dire. Mais le problème, c'est que je pense qu'on n'est pas assez agressif. Effectivement, tant qu'effectivement on va voir qu'on vend le poison, on va continuer avec des consensus, etc. Et puis après, je crois que maintenant, on a le COP 21 commence à parler, mais nous, pneumologues, on doit quand même monter au créneau et commencer vraiment sérieusement, parce qu'on connaît maintenant. Voilà, mais c'est ça un peu notre gagne-pain, c'est un peu paradoxe. Mais je pense qu'il faut quand même que dans nos congrès maintenant, surtout quand on parle de pays en voie de développement, je pense ici par exemple, je crois que les gens doivent pouvoir donc ne pas boire, ne pas fumer et faire de l'exercice physique régulièrement. Voilà ce que je pense que dans un pays où on dépense énormément d'argent, tu imagines combien ça coûte, alors qu'effectivement il est principe, si on demande aux gens à l'éducation le soir, à l'école, en demandant effectivement aux parents de la cigarette aux enfants déjà dès le départ, mais le problème c'est ça. Je crois qu'on est aussi, je crois qu'il faut qu'on soit vraiment agressif à ce niveau-là pour pouvoir apporter quelque chose de positif. Je ne renie pas ce qui se passe dans la progression de la science, etc. Je suis là-dedans tout le temps, mais je crois qu'il y a une chose aussi qu'on oublie parfois, et puis ça paraît simple, ça paraît quelque chose d'acquis, on ne parle pas, et puis alors, tu vois, on n'a même pas un truc sur la cigarette aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Allez, s'il te plaît, avant de répondre à la question de Rada, j'aimerais aller dans son sens. Est-ce qu'on peut avoir un jour, qu'on va dire l'autre, I have a dream? Pensez que dans la BPCO, on puisse avoir deux modèles de lutte ou de prévention de la BPCO. Dans les pays en développement et dans les pays dits développés et riches. Parce que la problématique n'est pas du tout la même. Est-ce qu'on peut avoir un peu ce rêve de dire un jour I have a dream? Merci. Moi, je vais vous répondre. Bernard connaît bien mon avis à ce sujet. Pour moi, en tant qu'enseignant, quand je suis devant mes étudiants, je leur dis toujours, la BPCO, c'est une maladie qui ne se traite pas, qui se prévient. L'asthme, c'est une maladie qui se traite et qui ne se prévient pas. Donc, la prévention de la BPCO est l'élément le plus important. Maintenant, je vais vous donner aussi mon humble avis concernant tout ce qui se passe actuellement. En 2010, j'étais devant mon ordinateur, je vois pointer une étude qui s'appelle l'étude POET. Je regarde les résultats préliminaires de l'étude POET. Je vois comme ça, tiotrioprom versus salmétérol. Les laboratoires GSK n'ont jamais dans leur vie fait la promotion du salmétérol. Et je me suis étonné, j'ai dit, mais comment on va dépenser autant d'argent pour démontrer qu'un lama est supérieur à un LABA à un moment où les recommandations n'étaient pas du tout dans ce sens-là. Et comme je circule un peu dans le monde, j'ai rencontré un de nos amis du Gold que vous connaissez tous, qui s'appelle Fabri, Leonardo Fabri. Je dis Leonardo, juste un mois après, je dis Leonardo, s'il te plaît, j'ai rien compris de tout ça parce qu'il y a une opposition qui me un travail qui ne me paraît pas sensé, qui ne me paraît pas pertinent. Exactement au mois de mars, il m'a envoyé la nouvelle classification qui devait sortir en 2011. Moi, je l'ai présentée en Tunisie, Bernard était là, en décembre 2010, avant qu'elle ne paraisse. Et c'était un délit d'initié. Je pense que
On a instauré un système de classification actuellement, je le pense personnellement, sur le plan thérapeutique, qui va dans le sens de l'investissement des compagnies pharmaceutiques. Ça, ils peuvent me raconter tout ce qu'ils veulent, c'est un peu dans ce sens-là. On a dépensé avec l'étude Witsum, que vous voyez un peu, qui est une étude colossale aussi, de 5000 personnes, juste pour aller dans ce sens-là. On enlève la corticothérapie, il ne faut plus que donner que ça, et on va trouver un petit bout pour la corticothérapie, si c'est un ACOS ou si c'est des exacerbateurs. Enfin, on a fait une distribution de marché en quelque sorte, et dans cette distribution de marché, moi qui arrive dans un pays qui n'est pas nanti, et ici à Mada on n'est pas nanti non plus, on ne peut certainement pas suivre le train, parce que le train va être très coûteux à suivre, c'est un TGV, et qu'on préfère rester dans un tortillard qui coûte pas cher. Donc on va suivre les règles de base, comme l'a dit Rada, qui vont être les règles poussées à la prévention, plutôt que d'aller vers la thérapeutique. Et ça, c'est mon humble avis, mais je ne peux pas aller à l'inverse de ce qui se dit. Regardez un peu maintenant, j'ai revu la bibliographie 2013, 2014, 2015, le nombre de publications des écoles françaises est en chute totale. Vous savez pourquoi? Parce que l'Hexagone n'a pas opté pour la classification de 2011. Donc forcément, on ne retient pas ce qu'a dit, ça va à contresens des intérêts du Gold. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a à côté la science, il y a à côté des intérêts personnels de personnes qui ont investi un argent colossal. Je vous ai montré la liste de ce qui sort et de ce qui va sortir. Chantal, tu voulais dire quelque chose? Bertin, non? Concernant la classification, la nouvelle classification du Gold, que je partage, malgré des réserves sur certains critères comme le CAT et le MRC. Personnellement, je ne pense pas que ça soit d'un usage facile pour les médecins généralistes. Non, mais eux, vous savez pourquoi ils parlent d'usage facile? À cause du CAT. Parce qu'ils font des études, le CAT. Le CAT, en fait, c'est quoi? C'est un instrument aussi d'un laboratoire pharmaceutique. Les Japonais ont démontré de façon formelle en 2013 qu'un CAT à 10 n'était absolument pas l'équivalent d'un MMRC à 2, qu'il fallait monter à 20. Mais si on monte le CAT de 20, on réduit la distribution. On est dans la distribution. Le problème, Bertin, je vais te dire, c'est qu'avant l'apparition de la classification de 2011, on avait 19% de BPCO qui étaient traitables. Après 2011, on a 41% de BPCO qui sont traitables. Mais c'est le problème, tout ça est là. On a déplacé une masse énorme de personnes qui sont traitables. Donc la classification, moi le A, je ne sais pas où vous allez le chercher. Le C me paraît d'une impertinence totale. Le B et le D peuvent correspondre à des situations du vécu. Mais le A, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont le trouver. Je demande même à des médecins de première ligne, avez-vous jamais vu A? On l'a jamais vu. Le B, c'est pertinent. Le C aussi. Des malades qui sont en VMS et qui ne sont pas symptomatiques, allez les chercher, allez les trouver, moi je ne sais pas où ils sont. Et eux, ils les mettent en grand nombre de la classification. Chantal, tu as quelque chose à ajouter? Oui, merci pour ta présentation. Je pense qu'effectivement, il y a différentes grilles de lecture, mais on est tous conscients de ça. Nous, il n'y a pas longtemps, on a fait, là, avec l'association BPCO au Sénat à Paris, un séminaire sur la BPCO de la femme. Voilà. Oui. Et donc, on a rencontré des députés, des sénateurs qui étaient présents, on leur a expliqué, il y a énormément de personnes qui sont venues, des gens qui sont spécialisés dans le sevrage tabagique, que ce soit des sociologues, des addictologues. Et là, on s'est bien heurté à un problème, on s'est bien rendu compte qu'il y a le niveau aussi des lobbies de l'industrie du tabac, à tous les niveaux, qui, à chaque fois que le ministère de la Santé veut sortir quelque chose en matière de prévention, et je pense qu'il n'y a aucun pays qui est à l'abri, fait que finalement, ils ont une pression au niveau des députés et qui est très très importante. Et du coup, ils peuvent effectivement discuter un certain nombre d'amendements qui sont déposés à tous les niveaux. Enfin, les députés nous ont raconté des choses qui étaient assez extraordinaires, qu'on n'imaginait quand même pas tout à fait comme ça. Donc ça, c'est bon, on n'est pas non plus naïf, on sait bien que ça existe. Ensuite, je pense que ça permet quand même de nous aussi, pneumologues, nous remettre en question. Je pense qu'on a probablement laissé un petit peu de côté le sevrage tabagique.
parce que toutes les études quand même qui sont des observatoires et qui montrent la pratique clinique, comment est-ce qu'on prend en charge les patients, on voit bien que sur le sevrage tabagique, on sait que c'est difficile, que c'est une vraie dépendance et que c'est assez aussi décourageant. Il faut s'inscrire dans la durée. Hein. Et nous, il ne faut pas qu'on laisse tomber. Il faut pas qu'on laisse tomber. Donc je pense que ça, c'est un point important. Le dernier élément, ça a été abordé hier par nos collègues d'Afrique du Sud, c'est que dans les pays dits du Sud, où on a plus de BPCO, enfin on a aussi le problème du tabac qui commence à arriver, qui est déjà là, il y a des cumuls de facteurs de risque avec la biomasse, où ces patients qui ont des BPCO liés à la biomasse, on ne sait pas comment les traiter, on ne sait pas comment les prendre en charge. Donc pour l'instant, on fait comme les autres BPCO, mais on ne sait pas du tout, parce que pour l'instant, ça n'intéresse pas vraiment l'industrie, de comment est-ce qu'on va soigner ces gens qui ont probablement des maladies plus sévères et qui débutent précocement. Là où je partage ton avis sur la présentation, c'est qu'il faut prendre du recul, et d'ailleurs l'évolution le montre bien. On voit bien que, et j'ai bien aimé la chronologie que tu as présentée, on voit bien que si la classification ABCD finalement va changer, c'est pas pour rien. C'est bien que finalement les gens se sont rendus compte que dans la pratique, même s'il y a des choses importantes, le critère exacerbation est un élément important. Dans la pratique quotidienne, s'ils reviennent à une autre classification, c'est bien que ça n'a pas pris d'une certaine façon. Voilà. Donc je pense que le fait qu'on n'ait pas adopté cette classification, elle a eu le mérite de fournir un certain nombre de publications à beaucoup de gens, il y a eu énormément de discussions, il faut se poser des questions, mais finalement on va revenir à des fondamentaux. Le dernier point, moi je partage ce qui a été dit par notre collègue ici, je trouve qu'on est toujours hésitant par rapport à cette spirométrie. Personnellement, je trouve que ça m'ennuie. Quand on regarde les cardiologues, pour le chiffre de l'hypertension artérielle, alors c'est un peu grossier peut-être, mais ils ont été constants. Et je trouve que ce qui nous manque en pneumologie, même au niveau mondial, c'est de s'approprier une bonne fois pour toutes cette spirométrie en l'assumant et en disant qu'il faut dépister. Parce que sinon, si on est toujours en train d'avancer un petit peu et ensuite de reculer en disant le dépistage, c'est un peu ce que tu as montré, on est entre les deux et vis-à-vis des médecins en soins primaires, on n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent en sachant qu'ils ne nous ont pas attendus. Moi, je ne sais pas quelle est l'expérience dans vos pays respectifs, mais en France, maintenant, il y a des médecins généralistes qui sont démarchés, alors ça reste minoritaire à la marge, par des prestataires, enfin des fabricants de spiromètres, qui vont les livrer directement à des médecins généralistes qui sont organisés en groupe pour qu'ils fassent de la spirométrie, et ils ne vont pas forcément faire de la bonne spirométrie. Donc je pense que nous, en tant que pneumologues, il vaut mieux qu'on encadre ce genre de choses pour leur dire quels sont les patients à nous confier, plutôt que d'être entre les deux, parce qu'ils vont s'en emparer. Et d'ailleurs, actuellement, à l'échelle internationale, il y a un groupe de médecins généralistes spécialisés, orientés vers les maladies respiratoires, l'asthme et la BPCO, et qui s'emparent de ça en disant que les maladies respiratoires, c'est des maladies de soins primaires. Voilà, je pense qu'il faut avoir un petit peu tout ça dans le cadre de la réflexion. Alors, je vais revenir à la spirométrie. Moi, je n'ai pas voulu m'étendre ici parce qu'il y a tellement d'informations et tellement de papiers qui sortent. Parce que ce qui est nouveau en 2015, c'est la lecture fin 2013-2014. Parce qu'il faut décompter tout ça, le remettre, le passer, le mouliner avec toutes les réunions du Gold et attendre la réunion de décembre pour pouvoir le publier. Par contre, il y a un papier qui a été écrit par Bruno Housset. Je ne sais pas si tu l'as lu. Concernant, justement, il a fait de la critique de la spirométrie. Il a posé tous les problèmes. Le problème des médecins généralistes, le problème de l'apprentissage de la spirométrie, le problème aussi du perte de l'apprentissage si on n'en fait pas tout le temps, le problème du contrôle de celui qui l'a fait. Et à la fin, il conclut, c'est possible, mais ça sera limité à certaines personnes qui seront dévouées pour faire ça, parce que beaucoup vont abandonner. Et j'ai bien aimé le terme « beaucoup vont abandonner », parce qu'il dit qu'il faut qu'il y ait certaines personnes qui soient intéressées. Il avait proposé même en disant, si on pouvait par quartier, par arrondissement, avoir un médecin généraliste qui pourrait faire ça. Enfin, il parlait d'arrondissement dans le sens des petits villages, lui, pas dans le sens de Paris. C'est avoir certaines personnes qui pouvaient faire ça et qui servaient des références dans des endroits où la spirométrie n'est pas facile à faire. Voilà. Mais le problème chez nous, par exemple, actuellement, c'est un problème d'investissement d'argent. Le médecin généraliste va vous dire sur quelle base je vais me faire rembourser, d'autant plus que la Caisse nationale de sécurité sociale ne rembourse que les spécialistes pour l'acte fait spécialisé. Donc
c'est tout un problème, peut-être changer aussi notre façon de voir. Et moi-même, je suis pour le fait en disant, les cardiologues n'ont jamais autant travaillé que lorsque le tensiomètre est parti chez le généraliste. Si en donnant peut-être un spiromètre aux médecins généralistes, qu'on travaillera beaucoup plus, parce qu'ils auront les normes de gravité. Ils n'envoient pas les malades parce qu'ils n'ont pas les normes de gravité devant eux. Un jour, ils vont voir les normes, il est très grave, il est obstructif, il est restrictif, ils vont dire, non, je ne peux pas prendre de décision, allez voir le spécialiste. Mais là, ils sont dans l'influence de l'approximatif. C'est tout un... Mais je reviens et je partage tout à fait ton avis. À Madagascar, comme en Tunisie, notre problème, pour nous, c'est renforcer la prévention. On n'a pas les moyens d'aller dépenser de l'argent dans des médicaments qui coûtent cher et dont l'efficacité à démontrer, parce que tu sais très bien, je ne vais pas rentrer dans... Ça ne ralentit pas l'évolution du VMS, ça n'influe pas sur... Ça améliore la qualité de vie. Alors, améliorer la qualité de vie, c'est aussi un point d'interrogation par rapport à nos populations qui travaillent jusqu'à leur mort. Parce que les autres, c'est un peu des personnes qui sont à la retraite, qui sont... Donc, c'est pas du tout... On n'est pas du tout dans la même dialectique. Donc, pour nous, en ce qui nous concerne, l'effort qu'il y a à faire, c'est un effort de prévention. Malheureusement, on est rattrapé par l'industrie du tabac qui, actuellement, nous rattrape, nous, beaucoup plus qu'ailleurs. Parce que la réticence qu'il y a dans les pays nantis, ils vont la chercher maintenant un peu dans le laxisme qu'il y a dans nos pays. Oui. Deux choses. BPCO, le O, c'est bien quand même toujours pour obstruction, rassure-moi. Oui. Bon, d'accord. Donc, comment authentifier l'obstruction, c'est-à-dire diagnostiquer la BPCO si on ne fait pas souffler les gens? Moi, je ne sais pas le faire. Non, on ne peut pas faire autrement. Ok, on est d'accord. Deuxième chose. Oui. Non, mais c'est important de le dire quand même. Hein. Oui. C'est-à-dire que BPCO, dans BPCO, il y a le O. Oui. Si on ne fait pas souffler les gens, on n'a pas de BPCO. Bien sûr. Donc si on n'a pas de diagnostic, on n'a pas de traitement. Deuxième chose, ce discours de dire oui, mais les labos, les traitements. Si on avait fait pareil dans le VIH, il n'y aurait personne qui serait traité. Donc c'est aux patients de prendre. Et donc si les patients ne connaissent pas leur diagnostic, comment veux-tu qu'ils fassent pression et qu'ils s'organisent en association, etc. Il ne faut pas attendre que la bonne parole vienne des labos. Les labos, ils sont là pour faire de l'argent, on le sait, et voilà. Donc c'est pas au labo de s'adapter. Le labo, c'est normal qu'il construise une étude avec 5000 patients pour démontrer qu'on peut vendre son produit. C'est sa raison d'être. Ça, on ne peut pas lui en vouloir là-dessus. On peut en vouloir aux gens qui sont dans le comité Gold pour voir les conflits d'intérêts qu'ils ont. Mais ça, c'est un autre problème. Et par contre, on peut, en diagnostiquant plus souvent les patients et en les faisant essayer de se mettre en association, de faire baisser les prix des médicaments. C'est le même problème dans l'hépatite C. Hein. On a des traitements qui guérissent l'hépatite C, mais qui coûtent une fortune. Mais je te garantis que dans quelques années, les gens seront de plus en plus traités pour leur hépatite C. Même si le labo ne baisse pas le prix. Parce qu'il y aura une pression populaire qui fera que... Et la chance dans la tuberculose, ça a été le VIH. S'il n'y avait pas eu le VIH, dans la tuberculose, il n'y aurait plus de recherche, il n'y aurait pas de nouvelles molécules, etc. Donc moi, je pense quand même qu'il y a un espoir, mais il faut que les gens se mobilisent et il faut surtout que les patients connaissent leur diagnostic. Si on ne les fait pas souffler, on n'aura jamais leur diagnostic. C'est QFD. Non, mais c'est certain. C'est pour ça qu'on parle de spirométrie sans cesse. Le diagnostic, il est basé sur la spirométrie. Ça a été fait. Si on dit obstruction, c'est ça. Maintenant, je vais revenir aux antirétroviraux. C'est pas du tout la même efficacité des antirétroviraux et des bronchodilatateurs. Parce que d'un côté, on nous dit que l'obstruction dont on parle est une obstruction qui est fixe. Alors, qu'est-ce qu'on va bronchodilater? Bon, enfin, en gros, je parle de cela. On n'est pas dans le même type de traitement, même efficacité, même données. Enfin, on dit que c'est une maladie inflammatoire, mais il ne faut pas donner de corticoïdes inhalés, parce que c'est une inflammation neutrophile. Bon, on va rentrer dans d'autres considérations. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que, à mon avis, c'est un concept au départ. Je reviens toujours au problème. La BPC au départ, c'est un concept. C'est un concept de se dire, voilà deux maladies qui ont deux emphysèmes d'ailleurs différents. Le panlobulaire, le centrolobulaire, avec une atteinte bronchique pour l'un parce qu'elle est tabagique et sans atteinte bronchique, on va les mettre dans le même moule parce qu'ils ont le même dénominateur commun qui est l'obstruction et on va faire une entité pathologique. Et c'est là où le BPCO, c'est là où le Gold souffre. Je discute avec eux constamment. Je pense qu'il y a en BPCO un certain nombre de variantes pathologiques
pour lesquels il faut peut-être mettre un certain nombre de traitements et faire des diagnostics des variantes pathologiques et ne pas mettre les gens dans le même sac. Moi, en Tunisie, elle n'a pas d'appellation. Hein. Je ne sais pas si en malgache, elle a une appellation, mais en Tunisie, quand quelqu'un arrive, on lui dit tu as la maladie de la cigarette. Mais en France, très honnêtement, tous les malades qui rentrent, ils comprennent ce que c'est qu'une BPCO en sortant. C'est ça la question. Quand tu as un malade devant toi, je dis de classe moyenne, pas un ingénieur ni un avocat, qui va venir, et vous avez un agriculteur, par exemple. Vous dites, monsieur, vous avez une BPCO, ce qui va comprendre ce que c'est. Et là, le problème est là. Déjà, je dis, il faut faire un effort pour que les gens comprennent quelle est la maladie qu'ils ont. Alors, quiconque ne comprenne pas la maladie, c'est là où il y a le moins d'adhésion au traitement, pour un traitement qui est hyper coûteux. C'est un peu dans cette dialectique. Et les laboratoires, je suis tout à fait d'accord. Si nous, on ne se met pas là pour faire le travail, eh ben, il n'y aura rien. Je ne suis pas là pour dire je ne veux rien. Mais je veux dire, il ne faut pas aller trop loin en oubliant de faire le travail de base. Les fondamentaux sont oubliés. Vas-y. Oui, après, non, je crois qu'il y a aussi, nous devons quand même essayer de rentrer dans le paradoxe de l'homme. Alors, moi, ce que je fais avec mes patients, je dis, écoutez, vous avez une voiture, il marche à quoi? Il marche avec le diesel. Je dis, attends, si vous mettez le diesel, vous allez chez votre pompiste, au lieu de mettre du diesel, ils mettent de l'essence. Qu'est-ce qui se passe? Il disait tout de suite, passe à science, tout de suite, mais ça ne marche pas parce que j'ai truc. Bon, il dit, ah bon, mais maintenant nous allons venir vers vous, maintenant vous, qu'est-ce que vous avez à respirer? Il me dit, de l'air. Je dis, mais maintenant, si vous mettez maintenant la cigarette devant, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais c'est vrai, docteur, ça j'ai pas compris. Tu comprends? Mais c'est des choses quand même qu'on fait qui paraissent simples, mais ce qu'il comprend, il veut comprendre, ce qu'il ne veut pas comprendre, c'est difficile, je comprends. Mais je pense qu'il faut que même des langages, un langage qui nous emmène à ne pas parler de la grosse inflammation, mais il faut. C'est paradoxe, nous sommes paradoxales tous. Mais je pense qu'il faut aller titiller un petit peu cette paradoxalité pour pouvoir. Et je te dis que j'ai amené à des gens à faire sortir un petit peu, prendre conscience, et après, ça va un petit peu mieux. Parce qu'à chaque fois, je dis, écoutez, voilà, le tableau rouge là que vous voyez sur votre tableau de bord de la voiture, mais c'est pour ça que vous venez me voir là. Voilà, la radio est là, voilà la spirométrie commencée. Mais je sais pas. C'est comme ça, je crois qu'il faut aussi nous essayer de trouver des choses pour pouvoir aller titiller un peu les gens. Voilà, merci. Merci Rada. Bon, mais ça, c'est le malade que tu as vu. Mais avant le malade, il y avait le sujet 5 qui est devenu malade. Moi, je me suis amusé 2 fois à poser des questions hier dans l'avion. J'ai dans un premier avion qui m'a amené à Marseille. J'ai posé la question au steward, qu'est-ce que vous avez vendu le plus en produits hors taxe? Il m'a dit, comme toujours, la cigarette. Je prends j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez vendu le plus? Il m'a dit, non monsieur, c'est toujours la cigarette que je vends le plus. Donc, est-ce que le discours de quelqu'un qui est malade, il est utile? Mais est-ce qu'il est plus utile d'aller vers celui qui n'a pas été encore? Et c'est là où Chantal disait l'effort à faire, c'est pour ça qu'elle est partie voir les sénateurs. C'est qu'il faut aller plutôt en amont qu'en aval. Quand on va en aval, c'est très simple, on peut même lui montrer, voilà l'âge de vos poumons, vous avez 40 ans, vous avez des poumons de 80 berges, donc monsieur, vous savez ce qui vous attend en durée de vie. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait avec les malades? C'est avant qu'ils soient malades, justement, qu'on doit porter le grand coup. Malheureusement, on ne le fait pas. On fait une journée annuelle de lutte contre le tabac, c'est plus des discours radiophoniques et à la télévision qu'autre chose. Oui, Ahmed. Oui, en fait, je reviens sur ce qu'a dit Chantal hier. La BPCO, la pollution atmosphérique, première cause de décès. Et quand on entend les statistiques, les pays en développement participent à 1% de cette pollution. Et le reste, c'est les autres. Aujourd'hui, on a déplacé, comme tu viens de le dire d'ailleurs, l'intérêt de la cigarette pour la vendre, pour vendre la cigarette dans les pays en développement, parce que les pays dits développés se sont protégés. Et nous avons la chance d'être ici à Madagascar avec des têtes pensantes internationales. Je ne les nommerai pas toutes parce que je vais en oublier certaines. Mais on a une bonne panoplie de têtes pensantes internationales. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en reviens. Quand je dis I have a dream, c'est que c'est un vœu, mais pas un vœu de chasteté. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on peut faire un modèle de lutte contre la BPCO, de prévention de la BPCO, adapté à ces pays qui, malheureusement ou heureusement, ne polluent qu'à 1% de l'atmosphère, mais par contre sont pollués chez eux.
Parce que le schéma de prévention tel qu'on le voit dans tous les congrès, c'est un schéma international qui ne s'adapte pas au Cambodge, qui ne s'adapte pas à Madagascar, et encore moins chez moi en juin. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver un consensus pour mener la pensée, délivrer la pensée pour qu'il y ait un modèle de pensée de lutte contre la BPCO dans les pays en développement avec leurs problématiques? Merci. Oui, ton vœu est pieux, mais généralement, les pays en voie de développement, à part les réunions que j'ai connues dans le temps, ce qu'on appelle les pays du tiers-monde, qui se réunissaient, actuellement, toutes les réunions scientifiques de haut niveau ne se font pas entre pays en voie de développement, et l'intérêt des pays en voie de développement n'est pas mis en exergue, n'est pas mis devant. C'est les autres intérêts qui sont mis devant. Peut-être qu'il faut créer, à mon avis, des réunions qui n'intéressent que ces pays-là. Non, mais je dis... On a créé un groupe qui s'appelle l'Espace francophone d'ophthalmologie. Oui. Dans ce groupe, il y a des pays développés et des pays en développement. Non, mais Qu'est-ce qui se passe au premier congrès? C'est comme si c'était un congrès de pays développés. Et donc, on n'a pas la parole pour les pays en développement et on ne s'intéresse pas à leur problème. Donc, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ce niveau-là. Et dès le prochain congrès à Québec, parce que nos collègues aussi des pays en développement, ils n'interviennent pas pour dire on va parler de ce qui se passe. Non, je vais juste prendre la parole, Pierre. Les congrès que nous faisons, ce sont des congrès scientifiques. Alors, les congrès que nous faisons, c'est des congrès scientifiques. Si on va mettre des sujets qui sont des sujets qui vont paraître peut-être pas suffisamment intéressants, où il n'y a pas d'actualité, il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas la belle conférence que tu as faite, il n'y a pas cette conférence de très haut niveau de Xavier, il n'y a pas ceci, on va penser que le congrès n'a pas de niveau scientifique. Donc forcément, on va demander un niveau scientifique, et quand on parle d'un haut niveau scientifique d'un congrès, on perd justement en matière de problèmes terre à terre qui nous intéressent de très près. Peut-être, à mon avis, dans ces congrès, trouver des journées, qui soient une journée, par exemple, qui traiterait de problèmes pareils. Il y aura dans le congrès une journée qui sera une journée consacrée, par exemple, à ces problèmes-là, où on doit faire intervenir des personnes qui travailleraient sur le terrain dans les pays en question, et non pas ramener quelqu'un qui va parler de leurs problèmes. Non, mais je suis d'accord, je comprends ton point de vue, mais par exemple, tu n'étais pas là, mais ce qu'a fait Chantal sur la biomasse, c'est un truc scientifique de très haut niveau, et ça parle des problèmes des pays en développement. Et je crois qu'il ne faut pas zapper ça, quoi. Malheureusement, le Québec est mal placé pour ça. Mais c'est pas un congrès du Québec qu'on fait, c'est un congrès de l'espace. Oui. Et donc on réunit tout le monde. Donc je crois qu'il faut profiter de ces réunions pour parler des problèmes qui intéressent l'espace francophone. Je ne peux que rebondir là. Merci Pierre, mais tu fais partie des gens qui sont sollicités pour le conseil scientifique. Tu as vu que Larry Lance, qui est le coordinateur québécois pour le conseil scientifique, a lancé dans son dernier courriel toutes les propositions qu'il fait. Il est absolument étonné par l'enthousiasme de tous les gens qui vont participer. C'est maintenant qu'il faut construire. On aura une très longue réunion du conseil scientifique international, c'est-à-dire tout l'espace francophone, plus le conseil scientifique québécois, à Paris, le samedi après-midi du CPLF. Donc là, il faut absolument, c'est dès maintenant qu'il faut tout penser, parce que à Paris, non, à Paris, à Lille, le CPLF. Ce qu'il faut penser, c'est que la biennale donc, de la pneumologie francophone qui aura lieu à Québec les 12, 13, 14 octobre 2017 sera précédée aussi à la demande des Québécois par une journée des malades. Il pourrait très bien y avoir aussi une journée spécialisée pour les malades qui ne sont pas des pays nantis, pourquoi pas. Donc ça, je crois à Pierre, si tu as ces idées-là, tu fais partie du Conseil scientifique international, il faut absolument dès maintenant les donner. Et Larry Lance sera tout à fait apte à faire. Du point de vue pratique, puisqu'on parle de ce congrès, qui est quand même une donnée fondamentale, le coordinateur du Conseil scientifique international, on a gardé le même parce qu'il a fait un travail exceptionnel, c'est Georges Rayat. C'est lui qui va tout synthétiser. Et là, je vous demande... Alors, tout le monde a dit, on a des vœux pieux, on a des vœux avec des chastetés, sans chasteté, etc. Mais maintenant, si on veut des choses, c'est maintenant. Jusqu'en janvier, parce que ce congrès sera quasiment ficelé, 1 an et demi à l'avance, sinon plus. Parce qu'on veut que... on travaille au niveau... On travaille dans... Oui, mais il faut que ça soit fait dans un mois et demi. Pour 2017.
si on veut des choses sérieuses. Parce que là, on travaille avec des Nord-Américains, ils ont beau être québécois, je peux t'assurer que ça sera du ficelage nord-américain, ce qui est normal, j'en suis ravi. Merci Bernard. Bon, voilà, ça nous a permis de discuter de nos problèmes. C'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous. Ça nous a permis de discuter de nos problèmes.